Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Quel premier ministre en ces temps de grands changements, notamment des réformes édictées par le Fonds monétaire international dans un contexte sous-régional qui est assez difficile, et celui du Congo l'est encore plus lorsqu'on sait que le niveau de l'endettement est très élevé et qu'il y a de grandes réformes qu'il faut apporter. Tout autant que dans le programme du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui vient d'être élu, à 94,90%, figure le volet des privatisations ou alors de la cession des actifs des entreprises publiques. Tout cela est très difficile lorsqu'on sait aussi que sur le plan social, cela va avoir un impact. Quel premier ministre dans ce contexte, lorsqu'il faut aussi concilier la dynamique des réformes économiques à la paix sociale? Tout cela devient quelque chose de très difficile, et voilà pourquoi, pour vous, nous avons, dans le cadre de notre réflexion, mené le débat au niveau de la rédaction, et nous vous livrons ici, de manière globale, le portrait robot du futur Premier ministre de la République. Séraphine Dongo. Le Congo est à la croisée des chemins de l'économie et de la géopolitique nationale, alors que le Fonds monétaire international devrait en principe lancer un paquet de réformes économiques audacieuses pour contrer la montée des tensions macroéconomiques et le cycle de l'endettement qui menace le pays. Le Congo se trouve à un point de basculement crucial. Le futur Premier ministre, qui devrait être nommé après la prestation de serment du 16 avril prochain, doit concilier ses prescriptions externes avec la préservation de l'équilibre géopolitique national d'une nation déjà connue pour son virus politique, un tourbillon politique qui fait vibrer les institutions depuis des décennies. Dans ce contexte de turbulence économique et financière, le candidat idéal au poste de Premier ministre doit se dessiner comme un technocrate résolument moderne. Une personnalité issue du secteur privé avec une expérience internationale en matière de gestion des ressources naturelles et de gouvernance numérique. Il doit posséder une vision claire d'une transition vers une économie diversifiée tout en restant attaché aux principes de solidarité nationale et à la stabilité sociale. Dans une de ses boutades les plus célèbres, feu le président Omar Bongo Ondimba est la confession selon laquelle c'est lui qui donnait des conseils à ses conseillers et ses collaborateurs, et non l'inverse. La même chose se vérifie au Congo, d'où l'intérêt pour un premier ministre d'être une force de proposition et de solution pour le chef. Il devrait implémenter les réformes du FMI, notamment la réduction de l'endettement externe, rationalisation des dépenses publiques, la digitalisation des services publics, donner un coup d'accélérateur aux partenariats public-privé, l'amélioration du climat des affaires, le dialogue progressif avec secteur privé qui est le moteur de la croissance, le paiement de la dette intérieure pour relancer la consommation intérieure, le paiement des dettes sociales, pension des retraités, bourse des étudiants, la relance du secteur de la santé publique, l'amélioration des offres de fourniture d'électricité et d'eau potable, etc. Il doit en outre maintenir l'équilibre géopolitique national afin de renforcer le vivre ensemble. En outre, le futur Premier ministre doit savoir gérer la fièvre politique afin d'instaurer un dialogue inclusif entre les parties prenantes pour éviter les éclats sociaux et garantir la légitimité démocratique. Last but not least, il faut préparer l'avenir en investissant dans l'éducation, la santé et les technologies propres afin de bâtir une économie résiliente pour le mandat 2026-2031. Les citoyens observent avec attention le choix du futur Premier ministre qui sera chargé d'orienter cette étape décisive de l'histoire congolaise. La combinaison d'une approche pragmatique du FMI et d'une forte volonté politique sera déterminante pour transformer le Congo en un modèle d'équilibre économique et géopolitique sur le continent africain. Je vous remercie. Merci bien Séraphine Dongo pour ce portrait robot du futur Premier ministre de la République. On espère qu'il peut, en principe, donc être tel qu'on l'a prévu dans notre rédaction, une personne issue du secteur privé ou alors
de la société civile. Mais ce qui est quand même chose difficile dans un pays comme le Congo, reconnu très politique. Et alors, très politique, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur sa longue histoire politique pour s'en convaincre. Une histoire politique jalonnée ou alors avec des parcours parfois très difficiles. Ici, des coups d'État, de l'autre côté, parfois des assassinats. Alors, est-ce que le président de la République, dans un pays reconnu très politique, pourrait jeter son dévolu sur une personne issue du secteur privé ou alors de la société civile? Il faut y répondre par la négative. Au regard des personnes qui essayent aujourd'hui d'émerger au niveau du landerneau politique national, nous avons essayé de concocter une liste que nous vous présentons. Vous avez Pierre Mabiala, Rigobert Mabundu, Claude-Alphonse Silou, Firmin Matoko, Gilbert Ondongo, Jean-Jacques Bouya, Rigobert Roger Ndeli et Anatole Koliné Makosso, sans oublier, s'il vous plaît, Émile Wosso. Voilà donc notre shortlist que nous vous présentons. Maintenant, essayons d'analyser les forces et les faiblesses des uns et des autres. Je vous rappelle que dans ce travail, nous faisons un effort de nous mettre en lévitation. Pierre Mabiala est présenté dans certains milieux comme celui qui peut éventuellement succéder à Anatole Koliné Makosso, ressortissant du Niari. Pierre Mabiala est un véritable tribun populaire, quelqu'un qui, on le sait, est très politique. On l'a vu, n'est-ce pas, dans le cadre de la gouvernance politique ou alors gouvernementale, implémenter un certain système de reconnaissance de notre plan cadastral, mais aussi donc, si vous voulez, il a mis en avant des réformes dans le domaine foncier. Ce qui lui vaut quand même, il faut le reconnaître, d'un côté des inimitiés, mais aussi de l'autre une certaine reconnaissance parce qu'il a essayé de mettre l'ordre là où il y avait vraiment une réelle pagaille. On le voit souvent arborer sa blouse orange avec à sa tête un mamelon, donc de type mexicain, pour justement aller à la rencontre des récalcitrants. Et Pierre Mabiala, sur ce point, on peut le dire, il est quelqu'un aujourd'hui qui pèse quand même sur le plan des réformes en ce qui concerne son domaine. C'est un juriste de formation et il est celui qui est présenté aujourd'hui comme celui qui devrait, normalement, si on tient compte du fait qu'il y a comme une espèce de géopolitique au Congo qui voudrait que lorsque le président est de la partie nord, le premier ministre doit être de la partie sud et qu'il y a une espèce de rotation qui a été mise en œuvre par le président de la République pour faire que il y ait des premiers ministres qui tournent au niveau des départements. On l'a vu, c'était d'abord Clément Mwamba comme premier ministre ressortissant de l'Alekumu et cette fois-ci, c'est Anatole Koliné Makosso, ressortissant du Kwilu et de la zone de Pointe-Noire. Alors, le Niari dit, cette fois-ci, c'est notre tour, et notre tour, ça doit être donc Pierre Mabiala. Une certaine faiblesse quand même qu'il faut noter au niveau de Pierre Mabiala, c'est qu'il est plus politique que économique. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui est souvent qui fait l'exégèse du droit chaque fois qu'il peut parler, pour parler des réformes, pour parler, n'est-ce pas, du foncier, mais on ne l'a pas toujours vraiment vu en avant lorsqu'il s'agit des grands débats économiques. Alors, tenant compte de la situation macroéconomique du Congo assez difficile aujourd'hui et surtout de la mise en œuvre même du programme de société de Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il peut être, Pierre Mabiala, la personne tant indiquée? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Et nous allons certainement, le choix revient, pourquoi pas, au président de la République, lui seul, d'en décider. Nous parlons d'un autre personnage que vous avez sous vos yeux, il s'agit d'Émile Wosso. Émile Wosso, c'est un homme d'affaires. Alors peut-être qu'on peut dire, voilà, quelqu'un qui a donc le profil, parce qu'il sort en fait du monde des affaires avant de se retrouver dans la politique. C'est un grand forestier, quelqu'un qui a fait fortune dans le secteur du bois. Émile Wosso n'est pas ces gens qui arrivent en politique à la recherche, n'est-ce pas, du bout de pain. Il y est arrivé parce qu'il avait déjà
toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir être un réel homme politique. D'ailleurs, on se souvient qu'il a été, à un moment donné, le directeur général de la Société nationale d'électricité sous le régime de feu le président Pascal Lissouba. Et puis, s'en est suivi l'exil au Cameroun, il est revenu, et depuis qu'il est revenu, il est aujourd'hui, il officie pratiquement dans tous les gouvernements de Denis Sassou Nguesso. Et on peut donc se dire que c'est vraiment le profil recherché, c'est aussi un financier, puisqu'il a fait des études de comptabilité, même s'il n'est pas inscrit à l'Ordre national des experts comptables du Congo. Donc, on pourrait dire de ce fait qu'il n'est pas vraiment reconnu par l'ordre, mais il se revendique quand même ce titre de comptable, donc, si vous voulez, de gestionnaire. Alors, donc, c'est quelqu'un qui sort du privé, qui est nanti d'une formation en gestion ou en comptabilité, mais aussi qui donc connaît très bien le landerneau politique national. Ressortissant du Niari, peut-il être l'homme providentiel qui peut justement se mettre dans une situation assez confortable pour mener à bien les réformes économiques imposées par le Fonds monétaire international, notamment les partenaires au développement, mais aussi en même temps de soigner la qualité de la signature du Congo dans le contexte d'aujourd'hui et s'engager dans le vaste programme de privatisation tel que cela est prévu dans le programme de société de Denis Sassou Nguesso. On dirait oui, ça peut être l'homme providentiel. Mais peut-être il y a quelque chose qui peut justement être en défaveur de cet homme respecté, c'est que il y a aujourd'hui peut-être le poids de l'âge. Parce que dans le contexte actuel, il faut quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui peut aller à la rencontre des populations à quelques endroits que ce soit, et en même temps, on peut aussi le juger en se disant, il a été à la tête d'un ministère tout à fait important, à savoir celui de l'hydraulique et de l'énergie, mais les Congolais disent, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Est-ce que dans ces conditions, on peut donc penser que c'est celui qui pourra être le véritable maître, le véritable chef d'orchestre, c'est-à-dire, comme nous l'avons justement dit dans notre portrait robot, quelqu'un qui peut souffler à l'oreille du président de la République et qui peut parfois aussi lui prodiguer des conseils pour sortir un tout petit peu de ce que nous avons révélé ou relevé dans notre portrait robot en disant « Feu le président Omar Bongo Ondimba disait souvent en s'amusant que je suis celui qui prodigue plutôt des conseils à mes conseillers et non le contraire. » Est-ce que donc dans les conditions actuelles, parce qu'on a besoin d'un premier ministre qui quelquefois peut poliment, parfois, dire au président de la République, telle option que nous prenons n'est peut-être pas la meilleure voie. Il faut donc quelqu'un de cette nature. Est-ce que Émile Wosso peut se placer dans ces dimensions? La question mérite d'être posée. Lorsque nous vous parlons du Niari, il y a quand même une personne qui se situe, on peut dire, aux encablures des deux personnes que je viens de citer, c'est-à-dire Pierre Mabiala et Émile Wosso. Il s'agit quand même de Michel Ngimbi. Michel Ngimbi, c'est quelqu'un, quand on le voit, on sait que c'est un homme d'une certaine intelligence. D'ailleurs, il a souvent créé des espèces de think tanks pour essayer de débattre des questions de la nation. C'est quelqu'un de très cultivé et il est aujourd'hui quand même celui qui est au centre de la coordination des informations économiques, n'est-ce pas, dans les services de sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la situation financière et économique du Congo. Il la connaît mieux que quiconque à travers des fiches régulières qu'il adresse au chef de l'État ou à son patron et à travers, n'est-ce pas, tout ce qu'il a comme récolte d'informations. On peut dire que oui, c'est quelqu'un qui peut, pourquoi pas lui aussi, prétendre à la nomination au poste de Premier ministre de la République. Alors, on peut peut-être certainement lui reprocher d'être certainement aujourd'hui moins politique, parce qu'il faut reconnaître une chose dans le contexte actuel, il faut avoir une sacrée dose de technocrate, mais aussi de quelqu'un qui a quand même quelques entrées dans le monde politique, parce qu'on a besoin du monde politique pour mener à bien les réformes
à venir parce que le Fonds monétaire international l'exige. Et si nous ne le faisons pas, il y aura péril en la demeure. Voilà donc peut-être l'outsider dans le département du Niari. Arrivons maintenant dans le département de la Bouenza. Là, un nom arrive, c'est celui de Rigobert Mabundu. Rigobert Mabundu, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui parle comme un livre. Quand vous l'avez devant vous, vous avez envie, n'est-ce pas, de l'écouter. Un homme doué d'une certaine intelligence vive. Il a davantage, n'est-ce pas, la chance d'avoir été directeur de cabinet de feu Clément Mwamba, à l'époque, ministre des Finances du régime Pascal Lissouba, et donc c'est Rigobert Mabundu qui officiait comme directeur de cabinet. Et puis, Clément Mwamba, cette fois-ci nommé premier ministre de Denis Sassou Nguesso, le récupère à nouveau pour dire « Tu as été un bon directeur de cabinet, viens avec moi ». Donc, c'est un économiste. Il a été, n'est-ce pas, dans le cabinet des finances. Il a été avec le Premier ministre Clément Mwamba au moment où on a engagé le programme avec le Fonds monétaire international. Il connaît aussi mieux que quiconque la situation financière et économique du Congo. Je le disais, c'est un universitaire, quelqu'un dont on n'a pas besoin de se faire des cours à ce niveau pour parler de l'économie du Congo. Mais malheureusement, Rigobert Mabundu, comme je le disais, traîne quand même une certaine image, l'image d'un bon chef, d'un chef qui sait bien parler, mais qui n'est pas toujours un bon faiseur. On l'a vu lorsqu'il a été, par exemple, ministre de l'Agriculture, Rigobert Mabundu, qui promettait quand même un œuf aux Congolais à 50 francs ou à 25 francs CFA, n'y est pas parvenu avec ses villages agricoles. On sait ce qui est advenu du fonds de soutien à l'agriculture. Ce sont quand même des images qui marquent et qui font que lorsqu'on est dans l'arène politique, on se pose quand même certaines questions. Donc, on peut conclure que Mabundu, bon cadre, quelqu'un qui pétille d'intelligence, bon parleur, mais pas alors vraiment un bon faiseur. Et il est le candidat, s'il faut le dire ainsi, de celui qui représente le département de la Bouenza. Et lorsqu'on essaye donc d'aller au-delà de la Bouenza, nous arrivons justement dans le département du Poul. Le département du Poul, peut-être que les gens oublient un épisode, c'est que Denis Sassou Nguesso, depuis son retour aux affaires en 1997, a déjà eu quand même à nommer un premier ministre du Poul. Certainement, il y a des gens qui me diront, mais c'est pas vrai. Oui, il y a eu Isidore Vouba qui assurait le rôle de coordonnateur du gouvernement, dont, si vous voulez, c'est tout simplement l'alter ego du poste de premier ministre. Peut-être qu'on n'a pas voulu le dire parce que la constitution de l'époque ne donnait pas la possibilité, n'est-ce pas, de parler d'un premier ministre. Donc, il a été, c'est un épisode, mais toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui se présente et qui essaie, pourquoi pas, de dire qu'il peut se mettre en évidence si on lui confiait cette responsabilité. C'est Claude-Alphonse Silou, l'actuel ministre du Commerce et des Approvisionnements. C'est un ministre d'État. D'ailleurs, à un moment donné, il s'est fendu d'une brochure qui lui a valu, de part et d'autre, soit une sympathie, soit alors des inimitiés les plus effroyables, parce qu'on se disait qu'il veut comme se détacher du bilan de Denis Sassou Nguesso et qu'il voulait faire cavalier seul. Mais on l'a constaté, il a été nommé dans l'équipe de campagne du président de la République au titre, n'est-ce pas, de conseiller spécial. Lui, c'est un cadre, voilà aussi quelqu'un qui sort, n'est-ce pas, du secteur privé, puisque c'est un architecte de formation et il est dans l'arène politique, pas seulement depuis que Denis Sassou Nguesso est là, mais avec feu le président ou alors feu le premier ministre Bernard Colelas, auprès duquel il a travaillé, n'est-ce pas, dans le cadre de la vie politique du MCDD de l'époque. Revenu d'exil, il est aujourd'hui utilisé par Denis Sassou Nguesso, ministre, et on le voit à la manœuvre, et c'est quelqu'un qui reste très silencieux. Il n'est pas tellement un habitué de la presse, taciturne, mais on lui reconnaît quand même certaines valeurs. Les valeurs d'un homme qui sait jouer l'équilibre, qui sait, à un moment donné,
savoir quoi dire et quoi faire. Même si, du point de vue du jugement, des responsabilités qui lui ont été confiées, ça reste parfois un bilan mi-figue, mi-raisin. Mais il dit aujourd'hui, si donc on respecte le principe géopolitique qui voudrait que un président du Nord puisse nommer un premier ministre du Sud, il dit il y en a qui disent autour de lui que la place revient cette fois-ci au département du Poul, le Poul qui se revendique, n'est-ce pas, dans la victoire de Denis Sassou Nguesso. Mais alors, si on juge son bilan au niveau du ministère, non seulement où il a été ministère de la Construction, ministère du Commerce, est-ce que Claude-Alphonse Silou peut être un bon Premier ministre dans le contexte actuel, avec des résultats qui sont attendus par les partenaires au développement, avec le Fonds monétaire international qui met le feu aux fesses aux pays de l'Afrique centrale et notamment le Congo, qui, on le sait, est dans une situation économique plus difficile? Sera-t-il l'homme de la situation? That is the question, comme disent les Anglais. Et dans les encablures justement de Claude-Alphonse Silou, vous avez, n'est-ce pas, Firmin Matoko, Firmin Édouard Matoko, on le sait, notre compatriote qui a été candidat malheureux au poste de directeur général de l'UNESCO. Eh ben, il est de temps en temps ici à Brazzaville. La France l'a même sollicité selon nos informations et d'autres pays, la Côte d'Ivoire, qui voulaient justement utiliser ses services. Mais il semble qu'il a dû renoncer à toutes ces sollicitudes de la France, de la Côte d'Ivoire et même d'autres pays, n'est-ce pas, européens. Alors, est-ce que Firmin Matoko peut être, on peut dire, l'outsider de Claude-Alphonse Silou pour pouvoir justement être nommé comme Premier ministre, futur Premier ministre du prochain gouvernement? La question mérite d'être posée. C'est quelqu'un qui a fait sa vie, ou alors sa vie administrative dans le système des Nations Unies, avec parfois une certaine manière de faire et de se comporter. Il peut être la bonne vitrine du Congo sur l'échiquier international. On imagine qu'il dispose d'un carnet d'adresses assez important qui lui permet, pourquoi pas, de parler à ses ex-collègues du système des Nations Unies, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Mais il lui manque quand même, il faut le reconnaître, un vernis politique dans un pays qui, on le sait, est très politique. Ça, c'est un véritable problème. Et l'enjeu est là. Est-ce qu'il peut être celui qui peut se soustraire, n'est-ce pas, de ses usages diplomatiques de l'époque pour chuchoter à l'oreille du président de la République, pour parfois essayer de lui apporter des éléments de réponse à certaines questions qui sont parfois incompréhensibles? Est-ce qu'il peut être celui-là? Est-ce qu'il est capable de gérer l'armada, n'est-ce pas, des hommes politiques qui ont acquis comme des espèces de titres fonciers au niveau des establishments politiques du Congo? Et si ces gens étaient dans son gouvernement, la question est là. Je me souviens d'une confidence que me faisait une autorité, paix à son âme, feu le Premier ministre Clément Mwamba. Il me semble qu'à ses débuts, il y avait même des ministres qui arrivaient avec un retard certainement voulu lorsqu'il y avait les conseils de cabinet. Parce que tout simplement, on est un peu dans cette façon de faire. Et à ces niveaux, Firmin Matoko peut-il avoir des coups de franche pour justement assurer le pouvoir d'administration et régalien qui est reconnu et dévolu à un Premier ministre dans le contexte qui est le nôtre? C'est des questions qui méritent d'être posées. Peut-être que certains me diront oui, mais moi je serais tenté de dire un peu difficile, sinon non. Et lorsqu'on essaye un tout petit peu donc de descendre, on est maintenant dans une liste, une short list constituée, n'est-ce pas, des candidats issus du septentrion du Congo. Alors, lorsqu'on essaie de jeter un coup d'œil sur notre shortlist, nous avons maintenant une liste de 3 personnes, constituée, s'il vous plaît, de 3 personnes, toutes issues du septentrion du Congo.
Vous avez là Gilbert Ondongo, qui est devenu l'égérie politique ou alors économique, s'il vous plaît, du parti dominant. Jean-Jacques Bouillard, c'est lui qui est reconnu comme l'homme orchestre dans beaucoup, n'est-ce pas, d'évolutions sur le plan infrastructurel. Et Rigobert Roger Andély, qui est souvent très plébiscité dans certains milieux des fonctionnaires, des retraités, des étudiants et même du monde économique. Voilà les 3 personnes qui sont citées et que nous avons voulu mettre, n'est-ce pas, dans notre shortlist. Alors, commençons par le premier, Gilbert Ondongo. Gilbert Ondongo, il est devenu aujourd'hui l'égérie économique, au niveau du parti dominant, c'est-à-dire le Parti congolais du travail. La preuve, c'est que c'est lui qui a rédigé le programme de société de Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, qui bénéficie d'une certaine confiance. Il a été ministre des Finances à l'époque où il y avait vraiment, on peut dire, la période de vache grasse. Et il a été celui qui a essayé donc d'apporter un certain management en termes de gestion des finances publiques, même si on sait qu'en ce moment, Gilbert Ondongo nous disait que le Congo était devenu un pays très riche. Les placements, semble-t-il, avaient été effectués pour les générations futures et d'autres placements. Et puis, l'on se disait, voilà, enfin, le Congo décolle. Et quelque temps après, on s'est retrouvé, il faut le reconnaître, dans cette crise financière très difficile. Et certains disent que les contrats prépaid ont été engagés à partir de ce moment. Peut-être qu'il peut être l'homme de la situation lorsqu'on sait qu'il est quasiment comme un fils du président de la République. C'est possible, il peut être un bon premier ministre, il peut être celui qui implémente justement ou qui met en œuvre le projet de société du président de la République, mais les gens restent un tout petit peu circonspect lorsque on pense à ces 14 000 milliards qui ont été annoncés justement à cette époque par Gilbert Ondongo lui-même comme fonds de génération future et d'autres placements qui ont été faits, des crédits qui ont été accordés à certains pays comme le Niger, comme la Guinée-Conakry, comme la Côte d'Ivoire. Et voilà, on peut dire que c'est la période Gilbert Ondongo. Peut-il être le bon premier ministre qui aujourd'hui donc peut implémenter des véritables réformes? Est-ce qu'au niveau des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale, il jouit d'une certaine bonne image? Je me souviens, c'est une anecdote, la Banque mondiale avait commis un rapport et dans lequel elle recommandait, s'il vous plaît, aux autorités congolaises de soigner la qualité de leur signature. Nous étions là à quelques mois seulement des Jeux africains, parce que la Banque mondiale s'étonnait qu'on ait engagé autant de fonds juste pour construire des infrastructures sportives alors qu'il y avait mieux à faire ailleurs. Je n'ai jamais oublié des mémoires de journalistes que la Banque mondiale nous a demandé de tout faire pour qu'aucune publication ne soit faite parce que le gouvernement congolais en était remonté à la suite de ce rapport et notamment donc le ministre Gilbert Ondongo qui avait boudé la cérémonie. Donc ce sont des questions qui méritent d'être posées aujourd'hui au moment où on doit aller vers un véritable programme de réforme. Jean-Jacques Bouillard est quand même aujourd'hui crédité d'un capital de confiance auprès du président de la République. N'est-ce pas? On le voit ici, il peut lui souffler quelques informations à l'oreille. C'est quelqu'un qui est de la famille, qui est dans du dernier cercle familial et il joue aussi d'une certaine qualité, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, il a quand même été au centre du saut qualitatif et quantitatif en matière de construction des infrastructures de base au Congo. Il a donc été au centre, on peut le dire, de la transfiguration, n'est-ce pas, infrastructurelle du Congo. C'est quelqu'un qui, on le sait, joue donc, n'est-ce pas, de cette confiance et il est celui qui donc peut souffler, comme je le disais tantôt, à l'oreille de son père ou alors oncle de président de la République.
Il a essayé, n'est-ce pas, dans ce système, d'avoir des bras longs, puisqu'il a quand même des gens qui lui doivent quand même tout au niveau, n'est-ce pas, des différentes administrations. Et certains en viennent à dire qu'il peut être, n'est-ce pas, le bon Premier ministre parce qu'il a accès au président de la République, parce que il peut apporter certaines réformes et faire parfois même des passages en force. Mais seulement, il traîne quand même cette très mauvaise image d'être pro-chinois. Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où on doit aller négocier, où on doit aller à la recherche des fonds, lever des fonds sur le marché international, ou alors discuter avec les responsables, n'est-ce pas, du système des Nations Unies, ou alors des institutions de Bretton Woods, est-ce que cela ne peut pas jouer un mauvais tour au Congo, c'est-à-dire en se disant, ce monsieur, il est pro-chinois, et puis, il y a aussi, il faut le reconnaître, des informations qui font état du fait que, en termes, n'est-ce pas, de construction d'infrastructures, jamais il n'y a eu donc un audit pour savoir exactement ce que le Congo a engagé dans ses travaux d'infrastructures. Est-ce qu'on en a mis trop ou on en a mis peu? Est-ce que les prix étaient vraiment des prix qui sont reconnus comme justes? Eh ben, c'est parfois, d'un côté comme dans l'autre, un bon ou un mauvais procès qu'on essaye de faire à Jean-Jacques Bouya. Est-ce que dans ces conditions, il peut être l'homme de la situation? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Arrive last but not least, sur cette liste, n'est-ce pas, sur ce liste de 3 personnes, arrive Rigobert Roger Andély. Rigobert Roger Andély, on le sait, est un cadre assez reconnu et respecté. Sa signature est d'ailleurs respectée au niveau des institutions de Bretton Woods. Il a déjà été ministre des Finances à 2 reprises. On se souvient qu'il a marqué surtout les Congolais lors de son premier passage au gouvernement, parce qu'il a réussi non seulement à mettre en branle tout ce qu'il y avait comme réforme à faire pour atteindre ce qu'on appelait dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés, le point de décision, mais aussi le point d'achèvement. D'ailleurs, je rappelle au passage que pour le point d'achèvement, c'est d'ailleurs Jean-Jacques Bouya qui a été à la manœuvre après le départ, justement, de Rigobert Roger Andély. C'est une parenthèse. Il jouit donc d'une certaine confiance, d'une certaine crédibilité. Son nom peut certainement être tant reconnu aussi bien dans certains milieux sud et surtout dans d'autres milieux nord. Les gens disent que c'est un homme qui est sérieux. Enfin, du point de vue de la gestion des finances publiques. Est-ce qu'il peut être l'homme de la situation dans le contexte actuel? La question mérite aussi d'être posée. Mais sauf que pour ce trio, Jean-Jacques Bouya, Rigobert Roger Andély, Gilbert Ondongo, il va se poser un problème. Ce problème est purement, il faut le reconnaître, politique. Et la politique aujourd'hui, c'est une parenthèse, devient aussi un élément d'appréciation au niveau des agences de rating, qu'il s'agisse de Fitch, qu'il s'agisse de, n'est-ce pas, de Standard & Poor's. Ces agences regardent le niveau de confiance des hommes politiques, parce que ce sont des éléments très importants. Et si vous suivez l'actualité, ces agences sont en train de s'intéresser aujourd'hui au cas du Cameroun, c'est-à-dire savoir, avec l'arrivée du poste de Premier ministre, quel est celui qui va animer cette institution qui vient d'être créée, parce que ça renvoie la meilleure image ou pas au niveau des milieux financiers, mais aussi au niveau des investisseurs. Parce que en Afrique, c'est un élément qui devient très important du fait que nous avons des institutions qui ne sont pas stables. Et pour ce qui est du Congo-Brazzaville, je précise Congo-Brazzaville pour ceux qui me demandent pourquoi vous dites toujours Congo-Brazzaville, c'est pour faire la différence avec le Congo d'en face, parce que ceux qui sont à l'étranger, si vous dites Congo tout court, ils renvoient toujours l'image de Kinshasa. Alors, le problème qui se pose au Congo est que lorsqu'un président de la République est du Nord, il y a un principe non constitutionnel qui voudrait que pour le jeu d'équilibre géopolitique national, le Premier ministre soit issu de la partie sud. Il y a eu seulement quelques exceptions à un moment donné où feu le président Marian Ngouabi a eu à nommer Henri Lopez comme Premier ministre et Denis Sassou Nguesso qui a eu à nommer Pierre Moussa
comme Premier ministre. Et puis Pascal Lissouba en a fait autant en nommant, on le sait bien par le passé, d'abord Antoine Dacosta, pendant ce qu'on a appelé le gouvernement 60-40, Premier ministre, et puis le Premier ministre, feu Bernard Colélas, lorsqu'il y a eu l'éphémère Premier ministre avant, n'est-ce pas, le chemin d'exil. Bon, c'était, on peut dire, des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels dans un contexte où on peut dire il y avait une certaine dynamique de paix sociale. Mais le Congo, depuis qu'il y a eu la guerre de 97, il faut se dire des vérités qu'il y a encore comme des espèces de plaies béantes qu'il ne faut pas certainement chercher à aller à nouveau rouvrir. Parce que nommer un Premier ministre du Nord dans le contexte actuel, est-ce que ça ne va pas amener des clans de la partie du Sud à régénérer ou à ressusciter des anciens réseaux, pourquoi pas de l'époque avant 1997. La question est là surtout que nous allons inexorablement vers ce qui est convenu d'appeler le dernier mandat constitutionnel de Denis Sassou Nguesso. C'est là où intervient la politique dans le monde économique parce que c'est très important. Le choix qui va être fait est tout à fait un choix qui est scruté par les agences de rating, par les milieux d'affaires, par, n'est-ce pas, les investisseurs et même par, n'est-ce pas, les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les partenaires au développement. C'est la question qu'on nous pose tout le temps lorsque nous sommes en échange avec quelques experts des agences de rating ou même de la Banque mondiale. Alors, c'est certainement à ces niveaux où se situe le problème. Est-ce qu'il va donc avoir comme une espèce de remise en cause de ce principe géopolitique national? La question mérite d'être posée. Venons-en à Anatole Koliné Makosso, le Premier ministre sortant. Il est bien vrai que tout au début, j'étais parmi ceux qui étaient très sceptiques en disant Makosso n'est pas l'homme de la situation, tenant compte du fait que nous sommes dans une crise économique, vous le savez très bien, et que le programme avec le Fonds monétaire international traînait. Makosso a quand même pu, il faut le reconnaître, arracher ce programme avec le Fonds monétaire international, permettant ici au Congo d'être éligible sur le marché financier international. Il a pu jouer un rôle, même si au niveau de ces 12 batailles, c'est encore une question qui est restée sans réponse, faute certainement de liquidité, mais il a l'avantage d'avoir quand même pu prendre connaissance avec le terrain, avec le monde des affaires, le monde économique. Et aujourd'hui, quand on observe un tout petit peu, on a l'impression que Makosso se trouve un peu à son aise. C'est-à-dire que il a quand même maintenant la maîtrise des dossiers économiques, la maîtrise, n'est-ce pas, de certaines choses, même si au niveau de la qualité de la signature de l'État, il y a encore du travail à se faire. Donc Makosso peut être, pourquoi pas, peut s'inscrire comme Premier ministre dans une période relativement courte, c'est-à-dire jusqu'à la période, par exemple, des législatives, le temps d'engager tout de suite les réformes qui s'imposent avec le Fonds monétaire international, parce qu'un nouveau Premier ministre qui va arriver, à l'exception de Rigobert Roger-Ndéli, un Premier ministre, il sera en train de tâtonner, en train de chercher comment ils doivent se constituer un cabinet de cadres compétents. Et tout cela, ça prend du temps. Pendant ce temps, les réformes que présente le Fonds monétaire à la sous-région et donc surtout au Congo sont déjà là sur la table. Il n'y a plus vraiment du temps à perdre. Et si on analyse les choses dans ce sens, on peut dire peut-être Makosso peut être l'homme qui peut jouer ce rôle, le temps de permettre au président de la République de trouver un véritable Premier ministre sans trop de pression. Cela, pour moi, peut être l'une des solutions idéales. Mais si vraiment Koliné Makosso venait à être reconduit, il y a quand même le fait qu'il doit se débarrasser de ce monde de jeunes. C'est vrai qu'il est assez introduit dans le milieu jeune, mais il doit se débarrasser vraiment de ces jeunes qui jouent au vuvuzelisme politique, qui l'encensent tout le temps
il devrait plutôt s'attacher les services des jeunes plus compétents, plus rodés, dont des jeunes qui peuvent lui apporter une valeur ajoutée dans la gouvernance qu'il devrait incarner certainement dans cette période relativement courte. Je pense que cela peut certainement aussi aider le président de la République à asseoir une certaine réforme en douceur, en attendant de trouver l'oiseau rare, c'est-à-dire l'homme idéal tel que nous l'avons brossé dans notre portrait robot. Mais alors, il faut noter une chose, c'est que tout ce que nous avons dit, seul le président, de par son pouvoir discrétionnaire, sait effectivement qui devrait succéder à Colline Makosso, ou alors s'il va éventuellement donc prolonger le bail de Anatole Colline Makosso à la primature. Voilà ce que nous avions à vous livrer ici, sans parti pris, en essayant tout le temps de nous mettre en lévitation pour le bien du Congo, en espérant qu'il y aura la meilleure personne pour conduire les réformes économiques et financières qui nous attendent. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. À bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville. Cuisine africaine moderne et traditionnelle. Cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.